tous, on va commencer parce qu'il y a un timing à tenir. Bonjour à tous, merci d'être là. On va parler de machine learning et de lecture pour les enfants. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui font du machine learning, qu'on a déjà fait, qu'on touché à des modèles ou utilisé Ok, cool, un petit peu. Bon, après, ça dépend entre en faire et puis juste utiliser le modèle, c'est pas la même approche, mais bon, on va voir un peu tout ça aujourd'hui. Je me présente rapidement, Vincent, je suis architecte logiciel chez Orange à Rennes, dans le département Data IA. On travaille surtout avec les chercheurs. Moi, je conçois les interfaces pour les chercheurs d'Orange pour les aider à concevoir les produits et puis à mettre un peu en image et en forme les briques logicielles qu'ils développent. Et je suis pas mal actif dans la communauté tech aussi et sur quelques réseaux. Je vais faire un petit disclaimer pour ce petit talk. Là, auparavant, je préfère préciser que c'est ma vision technique en tant que développeur sur le domaine du machine learning et tout ce qu'on va voir après derrière. Ça peut être biaisé, je ne suis pas une formation de data scientist, donc il y a des choses que... Alors, sur la construction du modèle, on verra tout à l'heure, je n'ai pas la légitimité pour en parler, mais j'ai juste fait l'usage et la construction après derrière pour essayer d'arriver à faire ce que je voulais faire. Et puis il y a d'autres sujets qu'on pourrait éventuellement aborder plus tard, c'est l'optimisation du modèle. Après, là l'idée c'est d'arriver à faire marcher déjà, et d'arriver à valider l'idée. Après, on peut aller beaucoup plus loin derrière dans les cas d'usage derrière. Alors le petit agenda de la présentation, on va essayer de voir un peu d'où est venue cette idée un peu folle d'essayer de gérer un peu ce concept de lecture avec la voix. Je vais faire un petit feedback rapide sur l'apprentissage de lecture pour les enfants, entre la grande section et le CE1, comment on leur présente un peu cette matière-là et comment on arrive à leur faire comprendre et leur faire apprendre la lecture. Après, il y aura un petit feedback aussi sur le domaine du machine learning, sans trop rentrer dans les détails, mais essayer de reposer un peu le contexte de ce domaine-là pour ceux qui ne connaissent pas trop. Après, on va dériver du coup sur la fameuse brique de speech to text. Et après, en tant que tel, le cœur du sujet, donc la construction de modèles, et puis l'apprentissage, et puis qu'est-ce que ça donne après en live. Alors la jeunesse de l'idée, c'est toujours... à des moments, généralement, on s'y attend pas trop. Ça peut être autour d'un café ou en discutant avec tes copains ou à droite à gauche, ou en faisant des choses un peu annexes. Là, moi, c'était juste assez simplement, je fais la lecture de... Alors c'était l'année dernière, c'était pour ma deuxième fille, on faisait la lecture du soir. Et puis logiquement, quand elle était en train d'apprendre la lecture, je l'aidais un peu en la guidant avec le doigt pour lui montrer les syllabes sur les mots et puis les textes qu'on commençait à lire. Et puis du coup, naturellement, elle faisait sa lecture, en tout cas dans le domaine de l'orthophonie, on appelle ça le déchiffrage oral. Et je la corrigeais un peu naturellement en disant non, là c'est pas cette syllabe-là, c'est plutôt ça, etc. Et le fait de travailler dans un domaine pro où on travaille beaucoup avec la voix, ça a fait un peu tilt en disant ce serait sympa s'il avait en complément d'une lecture qu'on fait tous les soirs avant de dormir, à un autre moment de la journée ou en rentrant de l'école, qu'elle ait une appli qui lui ferait à peu près la même chose que je suis en train de lui faire, c'est-à-dire qu'elle aurait des syllabes à lire. Elle prononcerait, donc elle ferait son déchiffrage oral, et puis l'appli lui dirait oui, t'as bien prononcé les choses, ou t'es pas loin, ou t'es carrément à côté, etc. Puis avec un retour visuel, interactif, pour qu'elle puisse progresser, puis s'améliorer toute seule, quoi. En tout cas, avec logiquement beaucoup d'interactivité, de gaming, après pour les enfants, ça marche beaucoup mieux. Puis du coup, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait dans le domaine, surtout sur les applications d'aide d'apprentissage pour les enfants, et plutôt en plus après sur cette partie de lecture, des chiffrages derrière, et on se rend compte que ça n'existait pas beaucoup, et on le verra plus tard pourquoi. Et du coup, ça fait bingo, parce qu'on se dit, cool, ça va faire un petit... challenge technique de se dire est-ce on peut arriver à conceptualiser cette idée-là et d'arriver à faire quelque chose qui marche en mode un peu POC, side project, plus le challenge technique aussi qui est intéressant. Pour conceptualiser et voir un peu plus visuellement ce que ça peut donner, du coup, l'idée c'est qu'on est dans le contexte d'aider un enfant à lire, ou en tout cas à apprendre sur la phase de lecture. La donnée d'entrée, c'est de la voix d'enfant, donc on va le voir après derrière, il y a des avantages et des inconvénients.
moi, quand je suis dans le domaine du web, je dis je vais faire une application web. Donc là, elle tourne sur un ordi, mais ça peut être sur une tablette, sur un téléphone. L'idée d'avoir une application web qui va faire du coup du speech tech, on va le voir après derrière, qui va utiliser un modèle derrière en plus qui va permettre d'analyser un peu ce qui a été prononcé, et puis d'après de faire toute la logique qu'il y a derrière pour lui faire un retour visuel sur ce qu'elle a prononcé. Avant de commencer, je me suis imposé quelques petites contraintes techniques en me disant, alors c'est pas pour se fermer les portes, mais pour se dire, moi je travaille ces technos-là et ça me dérange pas d'en apprendre d'autres, mais bon, si on peut aller plus vite en utilisant les technos qu'on maîtrise, c'est beaucoup mieux. Donc je m'étais dit, je vais rester sur du techno, 100% techno web, JavaScript, éventuellement du WebGL ou du WebAssembly, donc déporter dans le navigateur des briques éventuellement qui seraient codées dans d'autres langages et qu'on pourrait compiler ou transposer avec de WebAssembly, c'était pas illogique. Offline et privacy by design, c'est éventuellement de se dire j'ai pas besoin de savoir qui me parle, est-ce que c'est un garçon ou une fille, essayer de rien stocker le moins possible pour le projet, ou à terme éventuellement si on en fait un produit. Et notre contrainte aussi, c'est aucune appel d'API, parce qu'en gros, on pourrait se dire, c'est facile, il y a plein de services, il y a plein de providers qui proposent des API de speech-to-text. Bon, ce sera assez facile de dire, on prend le son, on l'envoie, on récupère, et puis il fait son truc. Si non, on va tout faire en local, c'est quand même plus challengeant. Et puis, ouais, pareil, aucune identification de l'enfant derrière. Alors après, du coup, avant de rentrer dans la partie technique, je me suis dit, d'abord, il faut que j'essaie d'analyser un peu comment les profs et comment à l'école, ils accompagnent les enfants sur cette grosse partie qui est l'apprentissage de la lecture. Donc on décompose généralement en 7 étapes qui sont étalées sur ce que je disais en intro, entre la grande section et le CE1. Donc on leur fait comprendre au début que naturellement, déjà dans les petites classes, la conscience que le fait de parler, d'avoir des sonorités, ça va leur permettre de communiquer, de la conscience après logique entre l'écrit et l'oral. Donc généralement ça commence, celle-là et puis celle d'après sur la phase de la découverte de l'alphabet, ça commence souvent avec hélas le marketing qu'on a partout autour de nous qui fait qu'ils vont associer des noms de marques ou des noms, des mots ou des choses assez visuelles avec des noms de marques qu'ils vont pouvoir prononcer après derrière. Après l'association son-lettres qui commence généralement au niveau de la grande section. Et après CP, CE1, toute la phase fusion syllabique qu'on va voir après derrière, donc commencer à associer et à grouper un peu tous ces sons et ces lettres-là. Après, logiquement, on passe à la partie mots, et ensuite après derrière les textes pour vraiment arriver à la vision un peu globale. Et là, moi, du coup, le use case, c'était de se focaliser sur la première partie qui me semble la plus importante et la plus logique pour le projet, c'était la partie travailler sur les syllabes, donc vraiment de découper et descendre en dessous de l'unité qui serait le mot. Et on va le voir que ça peut être un peu gênant après derrière, ou en tout cas sur la matière en entrée. Alors la fusion syllabique, qu'est-ce que c'est pour l'enfant? C'est de décomposer un mot assez basique que nous on voit et qui nous semble naturel, mais de lui faire comprendre que il y a 3 sons, il y a 3 manières de prononcer ce mot-là au fur et à mesure. C'est d'abord de commencer par le CH qui va faire che, le A qui va logiquement faire A, et après le T qui va faire le te, et après le EAU qui va faire le O. Et donc après de lui faire comprendre qu'en composant ces sons-là avec les consonnes, voyelles, etc., il va pouvoir commencer à mixer et avoir des prononciations qui sont logiquement différentes entre le pa, le da, le fa, etc. Et d'avoir la compréhension de la sémontation des mots, même si au fur et à mesure on ne leur donne pas tout ce vocabulaire-là pour les perdre, mais c'est des choses qui sont explicitées après pour les professeurs de faire la fusion et de comprendre que il y a des phonèmes qu'il va voir qu'ils apprennent, puis après des syllabes, et puis après de fusionner tout ça pour arriver à prononcer les mots. Alors on est dans on a une langue française qui est super riche, on le connaît tous, c'est que vachement qui est envié éventuellement par d'autres langues, mais du coup il y a des contraintes derrière, c'est que logiquement on a 26 lettres dans l'alphabet, donc ça ils y arrivent assez rapidement. Après on peut commencer à déporter, on a 36 phonèmes qui sont éventuellement associés à ces lettres-là, ou à ces voyelles et consonnes, ou semi-voyelles ou consonnes. Et après quand on commence à combiner tout ça, on arrive à des graphèmes qui sont assez importants, on en a 190,
qui, du coup, l'enfant, au fur et à mesure, va falloir qu'il associe que pour le son O, il peut être écrit de 3 manières différentes, le O, le EAU, le EAU, etc. derrière, puis après, combiné avec les consonnes, ça fait des combinaisons qui sont assez importantes derrière. Donc tout ça, mis tout à bout, ça m'a permis de comprendre que voilà, il va falloir, sur le modèle qu'on va voir après d'ailleurs, sur la partie entraînement, en données en entrée, il va y avoir éventuellement beaucoup de choses à collecter sur, notamment par exemple, ou simplifier à l'inverse, de savoir que par exemple le graphème O, l'enfant ou le modèle, j'ai juste à l'entraîner sur le son O, et puis ça va pouvoir je vais pouvoir combiner, et pouvoir traiter ce graphème-là avec un seul son. A l'inverse, après, quand on va le combiner avec d'autres consonnes, ça va augmenter d'une autre manière les données en entrée qu'on va voir après derrière. Alors, un petit focus sur la partie machine learning. Alors, le machine learning, c'est un domaine qui est assez vaste. On peut en faire... maintenant, c'est assez répandu. On en voit tous les jours des modèles qui sortent... qui sont assez riches et assez poussés, qui me permettent de faire des choses assez importantes. Nous, chez Orange, on en fait beaucoup sur tout ce qui est logique métier, traitement, alors là sur la partie technique, sur la partie analyse business, ou même sur l'innovation en tant que telle, sur le traitement de la voix ou les produits internes qu'on a chez nous. Et puis les fonctions de support aussi, on essaie petit à petit, logiquement, comme dans plein d'autres entreprises, d'améliorer les processus en intégrant un peu d'IA pour faire des feedbacks ou améliorer utiliser des modèles pour améliorer des données ou des traitements de données derrière. On a des exemples comme cet outil-là qui est utilisé sur l'assistance pour faire l'assistance un peu guidée avec de l'IA, la reconnaissance d'image pour l'intégration de la fibre, pour essayer de prévoir un peu à l'avance et de guider les opérateurs pour savoir sur ce qui a potentiellement des sources de problèmes ou d'interventions qui vont potentiellement arriver, de pouvoir guider et d'améliorer un peu le process derrière. Donc machine learning, c'est une sous-catégorie de l'IA en tant que telle, qui est plutôt dédiée sur les algorithmes qui vont essayer de travailler sur des patterns d'analyse dans les données qu'on a en entrée, et puis d'essayer à partir de ces patterns-là, de déduire des logiques, et puis de travailler après avec derrière. Donc on a 4 étapes, c'est le process classique quand on va faire du machine learning, quand on va vraiment créer un modèle de A à Z. Donc c'est d'abord de sélectionner et de préparer les données, on va voir que c'est vachement important. De sélectionner après l'algorithme qui est appliqué, donc ça c'est le rôle du data scientist de connaître un peu, de savoir le use case, de savoir la forme des données en entrée, qu'est-ce qu'on a à faire avec, et puis de sélectionner le bon algo, les bonnes couches et les traitements qu'on a à faire dessus. D'entraîner après le modèle avec les données qu'on a bien préparées en entrée, on va le voir après, il y a plusieurs processus, et puis éventuellement de l'utiliser après derrière, voire j'ai pas rajouté, il peut y avoir une 5e étape, généralement ce qui est fait après en production, c'est que le modèle, éventuellement on essaye de faire une boucle de rétrofeedback, donc de collecter des données sur savoir est-ce qu'il s'est trompé ou pas, et puis éventuellement de faire du réapprentissage a posteriori pour améliorer le modèle derrière. Il y a 3 principaux manières d'aborder la partie machine learning. C'est soit l'apprentissage supervisé, alors j'en ai mis 3, mais c'est les grands pans. La partie supervisée, donc c'est lui donner des données qui sont vraiment bien préparées, bien étiquetées, et qui va être assez guidé sur savoir ce qu'il a en entrée et ce qu'il a à faire après derrière. C'est un peu onéreux sur la partie préparation. Il y a l'approche inverse qui est de dire j'ai des données un peu hétérogènes, non étiquetées, puis en gros c'est à lui d'essayer de trouver petit à petit des patterns, de manière autonome des ressemblances entre toutes ces données-là. Et puis sinon il y a l'aspect apprentissage par renforcement, donc l'algorithme va apprendre un peu de ses erreurs, on va faire un peu un test and learn, il va essayer de s'approcher d'une cible et puis de corriger ou de s'améliorer un peu sur la partie entraînement et puis construction de l'apprentissage derrière. Alors après, une fois que j'ai vu un peu ce domaine-là, logiquement, comme je travaille de la donnée, de la voix en entrée, on a logiquement le réflexe de dire on va aller voir ce qui se fait côté speech to text. Sur le process, c'est quand même assez limpide en tant qu'utilisateur finaux, mais en tant que construction, quand on rentre dans le cœur du sujet, c'est assez poussé. Hein. Il y a le fait de travailler de la donnée qui est de la voix en entrée, qui peut être assez riche et qu'on va le voir après, qui peut être assez varié. Généralement, on va poser un modèle acoustique sur cette première source d'entrée, qui va permettre déjà de commencer à analyser, de commencer à trouver des patterns,
des petites propriétés sur ce son-là. Et après, on va généralement appliquer en parallèle un modèle de langage, donc suivant si on arrive à détecter éventuellement savoir de quel pays vient, ou de quelle langue, etc. Et puis un modèle lexical à côté qui va permettre ensuite après, par rapport à toutes les informations sur la partie son qu'on a récupérée, de pouvoir commencer à déduire des ressemblances sur la partie acoustique, sur la partie son et la partie texte, et commencer petit à petit à construire et à structurer l'arbre lexical et puis le langage de modèle pour construire un nuage de mots, d'enchaînement de mots qui va permettre, en fur et à mesure, de pouvoir déduire que là, sur le son qu'on a en entrée, bah, la phrase qui a été prononcée, c'était la phrase qui est en bas derrière. Avec, logiquement, des taux d'erreur qui sont affinés et le modèle s'affine au fur et à mesure. Alors nous, chez Orange, Speak to Text, on en fait un peu parce qu'on essaie d'améliorer ou de dédier certaines briques qu'on a en entrée pour des use cases vraiment spécifiques sur le traitement, alors les callbots ou tout ce qui est accompagnement sur les guidages vocaux, ou alors de la traitement sur les meetings, la transcription ou de la captation audio, toujours avec de la voix en entrée. Et puis d'affiner les modèles qu'on a ou éventuellement les briques qu'on pourrait trouver sur le marché qui ne gèrent pas forcément des fois des langues un peu spécifiques, par exemple comme le Wolof ou d'autres langues suivant certains pays. Nous, il a fallu qu'on retravaille un peu tout ça derrière. Et alors il y a un autre use case qui est... j'en ai pas parlé. Un autre use case qui est potentiellement intéressant, c'est que des fois on va être obligé d'adapter et d'améliorer les briques de speech to text aux données sur lesquelles on travaille en entrée régulièrement. Vous êtes dans un contexte là on est dans le télécom, et ça peut être dans le domaine médical, etc. Le fait d'améliorer le moteur en l'entraînant avec des données spécifiques à votre métier, ça va permettre qu'il soit beaucoup plus performant parce qu'il va être moins généraliste et beaucoup plus spécifique derrière. Et du coup, on arrive logiquement entre des providers qui vont vous fournir des briques qui sont assez généralistes, assez ouvertes, à avoir des scores ou des performances qui sont meilleures derrière. Alors du coup, on sait que la donnée en entrée c'est de la voix, on sait que du speech to text il y a plein de briques qui existent, et après on se dit, alors moi j'ai commencé à regarder, je me dis, ouais, mais là le problème c'est que, bon, la donnée d'entrée c'est pas de la voix d'adulte, ni de la voix d'adolescent, c'est de la voix d'enfant. Et les assistants vocaux qu'on utilise tous, soit sur les téléphones, soit sur les enceintes qu'on a chez nous, ils sont logiquement entraînés avec la cible, le public qui va l'utiliser la plupart du temps, c'est des datasets d'adultes. Sauf que les voix d'enfants, elles sont vraiment, comme ils sont en train de grandir, elles sont complètement différentes des voix d'adultes. Disons un canal vocal qui est plus fin, les cordes vocales qui sont plus petites, bref, ils sont en pleine construction, et du coup ça influe beaucoup sur la donnée et sur la forme de la voix qu'on a en entrée. Et quand vous tracez le diagramme spectral d'une voix d'enfant, là, sur le graphique, entre la voix d'adulte en haut, qui est certes riche et qui a pas mal de propriétés, et une voix d'enfant de 4 ans qui est tout en bas, là, on voit que le spectre est beaucoup plus riche, beaucoup plus important, et du coup, aller travailler sur ces données-là à l'entrée, ça implique pas mal de choses sur les algos et sur les modèles derrière. Et puis, l'autre souci, ce qui est logique, c'est que la dataset de voix, elle est beaucoup moins évidente à trouver, parce que y a la contrainte des enfants, il y a la réglementation, c'est moins accessible que des adultes. Alors du coup, je pars de tout ce constat-là, j'ai dit bon, on va pas abandonner, on va continuer, on va essayer de voir ce qu'on peut faire après derrière. Et du coup là, on se pose la question, à quel modèle, comment on va construire le modèle derrière, qu'est-ce que je vais utiliser comme modèle en entrée pour faire tout ça. Là, il y a deux approches possibles quand on fait du machine learning, qu'on veut commencer à construire un modèle. C'est soit de se dire, je suis avec une équipe de data scientists, on a les données, on sait quel use case et quelle approche on va avoir. Soit on part de zéro, on se dit on va tout construire, on va avoir la main sur toutes les couches et on va pouvoir affiner tout ça. Donc il y a un avantage, c'est qu'on a un contrôle total sur le modèle, on sait ce qu'on va faire à chaque étape et puis on va pouvoir affiner les choses. Par contre, il y a un inconvénient, c'est qu'il va falloir avoir du coup beaucoup de données en entrée, parce qu'il va falloir que le modèle, petit à petit, il s'améliore et qu'on ait du coup beaucoup de données en entrée pour affiner tout ça. Et l'autre approche, c'est de faire du transfer learning, c'est-à-dire de prendre un modèle qui a déjà été entraîné pour un use case qui est assez similaire, et on va le voir après, de l'affiner un peu ou de l'adapter à un contexte particulier ou à des données un peu particulières.
L'avantage du coup, c'est qu'on bénéficie de l'apprentissage initial du modèle qui a été fait avec logiquement beaucoup de données, et puis on a juste à l'affiner. Par contre, on a une maîtrise moins forte sur tout ce qui est les premières couches qu'on va voir après derrière, mais généralement ça répond globalement, ça peut répondre globalement au use case. Une petite image pour voir un peu le process. Hein. L'idée, c'est là sur du transfer learning, sur la partie, là c'est sur le traitement d'image. On voit qu'il y a toutes les couches d'entrée qui sont en train de faire de l'analyse de pixels, etc., du traitement. Et puis c'est les couches de fin qui vont faire la partie classification qu'on peut éventuellement après réentraîner avec un use case un peu spécifique, parce qu'en gros, là, au lieu d'entraîner avec des images d'animaux, on va les mettre, je sais pas, des plantes, et puis on va lui dire, voilà, essaye de trouver des similitudes entre toutes ces fleurs, ces plantes-là, et essaye de me catégoriser, de me dire après derrière sur ce que j'ai eu en entrée, est-ce que je suis dans le bon cas ou pas. Voilà une autre image hein, qui permet de comprendre que sur les couches qui sont généralement posées dans les modèles que vous allez récupérer, on va figer, sur le transfer learning, les premières couches sont figées, puis c'est les dernières tout en bas qui vont être réentraînées avec vos données derrière. Alors après, une fois j'avance un peu dans la recherche et puis dans la compréhension du domaine, là je me dis, au final, j'ai des données en entrée, c'est un enfant qui va prononcer une syllabe. Et au final, ça ressemble beaucoup à de la qualification de son, parce qu'en gros, je vais dire, là, elle va devoir prononcer là, et il suffit éventuellement d'associer, d'essayer de comprendre que dans le modèle, s'il a un paquet de sons qui sont assez ressemblants à côté, sur lesquels il a été entraîné, il va pouvoir essayer de trouver des similitudes derrière. Donc ça, c'est un cas encore plus simple qu'un ASR qu'on a vu en entrée là, dans les slides d'avant, où on a vraiment toute une bande sonore qui est plus large, parce que là, c'est une phrase complète, voire une conversation qui est transcrite. Là, moi, je suis sur un cas encore plus simple parce que je voulais descendre à la syllabe. Donc, je me dis, là, le use case va être à peu près pareil, sauf qu'on va simplifier le workflow. Hein. C'est qu'on va prendre, du coup, comme on l'a vu hein, dans la partie d'avant, on va avoir une trace du son en entrée. On va faire le spectrogramme avec une librairie qui va nous permettre d'avoir cette représentation du son qu'on a en entrée, et après sur toutes les couches on va pouvoir essayer de trouver des similitudes sur les images qui ont été tracées avec ce spectrogramme là pour pouvoir faire la classification derrière. Et du coup en partant de cette étape là je me suis dit ça va me permettre éventuellement sur la partie transfer learning d'essayer de trouver des modèles qui font déjà un peu ce use case là de classification, et de le réentraîner derrière avec les données que j'avais collectées. Et du coup, je suis tombé petit à petit sur un dataset sur le site de TensorFlow là, qui est assez, dont l'use case est assez similaire. Hein. C'est un speech command dataset qui a été entraîné avec beaucoup de voix d'adultes, donc qui est proposé par Google. Il y a 65 000 sons de 1 à 1 seconde sur des mots assez courts qui ont été prononcés par des milliers de personnes sur plein de langues différentes et plein de régions du monde différentes, et qui permettait éventuellement d'avoir une base de travail assez intéressante. Au niveau du framework de machine learning, il y en a pas beaucoup, mais il y en a 2-3. Le TensorFlow, c'est un des plus connus, qui m'a permis, sur le modèle, de le réentraîner assez rapidement, et avec toutes les API qu'ils ont à disposition. Et puis j'ai fait l'entraînement local derrière, avec quelques scripts Python, et puis on va voir après une phase d'export. Bon, TensorFlow, je vais passer assez rapidement. Hein. C'est un des frameworks les plus connus pour faire du machine learning. Hein. Développé par Google, c'est proposé depuis 2017 sur plein de use cases, et surtout logiquement sur la passe construction de modèles et éventuellement utilisation en production dans plein de use cases, hein, que ce soit côté serveur avec une API, ou alors côté embarqué en mobile ou IoT. Et éventuellement, il y a une version JavaScript aussi, ça c'est ce qui m'intéressait, c'était pouvoir l'utiliser assez facilement dans le navigateur. Là, ils ont un graphique sur leur site là, qui explique pas mal les phases dont je viens de parler un peu en intro, la phase de chargement, traitement des données, construction et entraînement du modèle, et puis le déploiement après derrière. Suivant les use cases, vous pouvez soit tout faire en JavaScript, soit faire tout en Python, et puis après exposer une API derrière. Moi, je suis resté sur le principe, je vais traiter les données, puis faire apprendre le modèle en local en Python, puis après je ferai un export, et je réutiliserai toute cette partie-là dans le navigateur côté web derrière. Du coup, la partie extension TensorFlow.js, comment ils s'en servent côté navigateur? Ils utilisent logiquement beaucoup le GPU et les API WebGL pour faire tout ce qui est traitement, analyse des couches, et puis traitement sur la partie machine learning.
Surtout sur la partie éventuellement entraînement et puis inférence au runtime. Ils utilisent beaucoup ces API-là. Quand vous allez construire éventuellement votre modèle de A à Z dans le navigateur, et on verra un exemple à la fin. Si vous êtes sur le Python, bon, vous allez juste éventuellement utiliser la partie inférence et pas la partie entraînement derrière. Mais il y a tout à dispo éventuellement si besoin. Donc on l'a vu, on a le framework, on a en tout cas le modèle de machine learning qu'on va réentraîner en entrée. Logiquement, il nous manque les données. Et là, du coup, je vous avais dit en intro, des données d'enfants, il n'y en a pas beaucoup, surtout la partie... moi, surtout, j'avais besoin des syllabes. Il y a quelques labos de recherche en France et dans le monde qui proposent des datasets de voix d'enfants, mais c'était discussions généralement entre des adultes et des enfants. Donc c'était pas adapté à ce que j'avais à faire. Donc logiquement, qu'on est un peu pragmatique, on se dit bon bah je vais construire une petite interface web pour aller collecter des données. Donc en gros, de proposer ça un peu dans le premier cercle, les copains, les collègues, et de leur dire bah voilà, j'ai cette petite page web, tu as juste à l'ouvrir avec ton téléphone. Il y avait un jeu d'une vingtaine de syllabes à lire, et en gros ils avaient juste à demander à l'enfant de lire le son, de l'enregistrer en live sur le téléphone, donc ça c'est toutes les API web qu'on a à disposition. Ils avaient la trace du son, là, ils pouvaient vérifier que le son était bien enregistré derrière, et puis ils avaient juste à envoyer, je récupérais ça moi sur une API, je récupérais tous les waves pour pouvoir éventuellement après les traiter et travailler avec derrière, et puis en faisant tourner un peu ça, on arrive à récupérer une trentaine de voix d'enfants sur tous les quelques syllabes que j'avais demandé, qui permettent de construire un petit dataset de données et de pouvoir travailler après avec derrière. Et là, ce que j'allais dire, moi sur tous les sons que j'ai récupérés, je ne savais pas quel âge avait l'enfant, et je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, et ça n'a pas, un tout petit peu, mais pas étrangement, beaucoup influé l'apprentissage après derrière. Sur la préparation des données, alors ça je l'ai vu un peu en intro avant, c'est une phase qui est assez importante, il faut que les données soient bien propres, bien calibrées, bien à peu près au même format, ou bien dans les bonnes cases pour que le modèle soit pas trop perturbé par des sons un peu annexes, parce qu'on travaille avec de la voix, même si après on pourrait dire qu'il faut le renforcer avec des sons qui sont enregistrés dans des contextes un peu compliqués pour le renforcer un peu après derrière. Genre, au lieu que l'enfant soit tranquillement dans sa chambre, au calme, il fait ça dans le salon avec des bruits de fond ou dans la cuisine derrière. Ça peut permettre d'avoir des données qui sont un peu plus compliquées après à traiter. Mais en première approche, du coup, j'ai refait une petite interface pareil de nettoyage des données où j'avais la liste de tous les sons que j'avais récupérés, avec toutes les traces. Et ça me permettait de nettoyer, de raccourcir les sons, que me focalise juste sur la prononciation, parce que des fois c'était enregistré avec l'enfant qui bafouille un peu avant, qui ne prononce pas comme il faut, et après qui se rattrape, etc. Donc là, il fallait prendre la bonne trace au niveau du son, de raccourcir bien comme il faut, et puis nettoyer les sons parasites, et après de faire du traitement de l'enrichissement de son ou l'enrichissement de données, ce qui est fait souvent en machine learning, c'est quand on a un dataset de données, éventuellement de l'enrichir. Donc là, c'est sur du son, mais ça peut être sur des photos aussi, déformer les photos avec un peu gérer un peu la perspective ou gérer les tailles un peu différemment. Là sur le son, j'ai juste fait varier le pitch pour qu'avoir des sons un peu plus ou moins graves ou plus ou moins aigus, pour qu'il ait éventuellement un petit dataset un petit peu plus augmenté, même si ça ne va pas révolutionner, ça ne va pas vous augmenter le dataset initial non plus du tout au tout. Sur la partie entraînement, après, sur l'approche, ce qui est toujours fait, alors la plupart du temps, c'est fait de manière automatique par les frameworks d'apprentissage, c'est que du coup, vous allez lui donner, il va séparer les données d'entraînement des données de test après derrière, des données sur lesquelles il va travailler. Et généralement, le ratio qui est proposé par les frameworks, qui est fait de manière automatique, on peut gérer un peu là-dessus, c'est il va prendre 80% des données en entrée pour s'entraîner sur ce qu'il a à faire. Il y a 10% qu'il va prendre pour valider en interne sa boucle et puis savoir comment il s'approche plus ou moins, est-ce qu'il est plus ou moins dans la bonne direction. Et puis 10% éventuellement qu'on peut garder après pour les tests à côté et vérifier qu'en gros il se comporte bien comme il faut. Après sur le modèle en lui-même, on va logiquement retracer, on va afficher quelques spectrogrammes pour vérifier qu'on n'a pas des sons ou des choses qui sont un peu parties dans l'espace. On va charger le modèle de base qu'on a vu en intro là, sur le commande 7. Là. On va friser toutes les couches du modèle, donc, sauf la dernière qu'on va demander à réentraîner derrière. Donc ça, il y a une petite API côté TensorFlow pour lui dire tout ça. On peut éventuellement
pour la culture, pour essayer d'avoir un peu des infos derrière, afficher les infos sur les couches, donc savoir quel traitement mathématique ou toutes les briques logicielles après derrière, qu'est-ce qui est appliqué sur chaque couche, etc. derrière. Éventuellement le nombre de paramètres qui sont possibles d'améliorer dans cette partie-là. Et après, il y a juste à lancer l'entraînement. Donc là, moi, j'avais pas beaucoup de données, c'était un local, c'est pas des gros traitements compliqués non plus. Donc en 5 minutes, il arrivait petit à petit à faire ses itérations et à s'approcher éventuellement de la cible éventuellement par rapport à ce que lui il a détecté en tant que son entraînement et puis les sons de test après derrière pour vérifier qu'il ne part pas en surapprentissage derrière. Donc il y a ces deux courbes-là, généralement la fonction de perte et puis l'autre après derrière qui permettent d'analyser. Bon, ça c'est tracé en temps réel par TensorFlow, puis on peut l'analyser au fur et à mesure de l'entraînement, qui permettent de voir comment il se comporte et est-ce qu'il arrive à la cible de manière assez correcte. Et généralement, si ça se comporte bien, il s'arrête tout seul. Au bout d'un moment, quand il dépasse les 90-95%, il se dit que bon, c'est bon, là, je suis assez entraîné, j'ai une fonction qui est assez bonne derrière. Sur l'entraînement du modèle, après, on peut aussi contrôler la précision, c'est de vérifier comment il s'approche, est-ce qu'il est plus ou moins efficace à vérifier des faux positifs ou des individus, des sons qui ne sont pas éventuellement dans la cible derrière. Et puis après, une fois que vous avez récupéré votre modèle, réentraîner, vous pouvez faire des tests complémentaires avec des sons que vous avez mis à côté, qu'il n'a jamais vus, pour vérifier qu'il ne se comporte pas trop mal. Donc là, sur les fichiers, les sons labellisés, on se voit que ce sont des syllabes. Alors, il y avait des syllabes qui étaient assez... après coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des syllabes qui étaient assez proches, ou que j'aurais dû être un peu plus exhaustif sur des syllabes qui étaient moins variées. Mais donc là, en lui présentant un son, un ça ou un ka, on voit que par rapport à toutes les autres syllabes qu'il a vues à côté, il y en a une qui logiquement sort bien du lot et qui du coup, on peut se dire, voilà, il est... Alors l'écart n'est pas énorme non plus, hein, entre 0,12 et puis on voit que toutes les autres sont plutôt à 0,05, puis elle sort vraiment beaucoup, donc on se dit bah, on n'est pas trop mal là-dessus. Il y en a d'autres où l'écart est un peu moins important et potentiellement va falloir améliorer tout ça. Bon là il n'y avait pas beaucoup de données, donc c'est pas évident non plus de faire en sorte qu'il se comporte bien pour toutes les syllabes et toutes les combinaisons après derrière, parce que le tal logiquement est beaucoup un peu plus proche, parce que il n'y a pas que le que pour le ça, il n'y a pas le que et le a, là il y a le t, le a et le al derrière, ou en tout cas il y a une combinaison qui est un peu plus large et qu'il faudra affiner avec plus de sons, plus de données après derrière. Et du coup après, comme je devais utiliser le modèle, il y a une petite API qui permet de lui dire bah, tu vas m'exporter ce modèle-là en un format que je vais pouvoir utiliser après derrière dans mon contexte. Bon là c'était du web, mais ça peut être utilisé en natif Android ou bref dans les autres contextes si on fait du mobile par exemple. Et on récupère des fichiers de binaires et puis des fichiers de métadonnées qui permettent de récupérer le modèle derrière et d'utiliser dans un autre contexte. Du coup là on a entraîné le modèle, il n'y a plus qu'à l'utiliser dans votre appli web avec votre contexte bien particulier. Alors ce qui est bien fait, c'est que pour ce contexte-là, bah, les gars qui avaient fait le modèle Speech Command, ils ont fourni tout un petit package JavaScript qui permet logiquement d'utiliser et éventuellement de réapprendre aussi ce modèle-là en JavaScript full navigateur. Et on verra un cas d'usage, un outil qui est proposé après derrière pour faire tout ça dans le navigateur, mais du coup on a à disposition une API et toute une lib qui permet de recharger soit le modèle et d'inférer, de travailler avec, soit de le réentraîner côté navigateur. Donc là on a juste à lui dire, bah voilà, tu vas me créer une petite API là, qui va permettre de travailler sur ces données-là. Les métadonnées elles sont à cet endroit-là, et puis il charge tout derrière. Et après, il n'y a plus qu'à lui faire travailler avec les API en entrée. Après, sur le use case, c'est assez simple en termes d'utilisation. On a, je l'avais dit en intro, on a une écoute en continu qui est faite dans le navigateur avec l'API GetUserMedia. On va récupérer le son au fur et à mesure. On entend au fil de l'eau, on écoute le son qui est prononcé. Et après, il suffit à intervalles réguliers de récupérer des échantillons de 1 seconde. Donc, comme moi j'avais fait de l'entraînement sur 1 seconde et puis sur les prononciations qui étaient faites sur les syllabes, c'est quand même assez proche. Donc on est sûr de pas couper un mot en deux. On prend des intervalles d'1 seconde, on va récupérer toutes les infos sur les fréquences audio du son qu'on a récupéré avec l'API GetUserMedia.
on fait le spectrogramme derrière, et après on envoie ça au modèle pour faire l'inférence, pour lui dire, bah là, par rapport à ce spectrogramme-là, et par rapport à tous les autres que tu as vus, sur lesquels tu t'es entraîné, est-ce que tu as des matchings, est-ce que tu as un truc qui se rapproche de ce que éventuellement tu as connu et tu as dans ta base de connaissances derrière. Et après, on récupère logiquement, comme tout modèle machine learning, des prédictions. Il va vous dire pour... alors logiquement, il est fermé parce qu'en gros, sur tous les quelques syllabes sur lesquelles il l'avait entraîné, il va vous dire je suis là ou là à tel niveau. Et logiquement, les autres, il les connaît pas et donc il est un peu fermé. Si on lui envoie logiquement des syllabes sur lesquelles il n'a pas été entraîné, il ne va pas pouvoir vous donner des prédictions. Mais après, avec les prédictions, on peut faire tout ce qu'on veut après derrière. Sachant que suivant le use case, suivant si vous voulez vous approcher plus ou moins, si vous avez les niveaux plus ou moins importants, on verra après derrière. Vous pouvez faire des traitements et affiner après le use case et proposer des feedbacks à l'utilisateur derrière en fonction de ce que vous avez prévu de faire avec votre modèle derrière. Alors qu'est-ce que ça donne après sur le use case? Les petites démos, ce que je vous avais dit en entrée, c'est que moi je voulais quelque chose de très interactif et de très visuel pour que l'enfant soit vraiment guidé et qu'il comprenne vraiment que par rapport à ce qu'il a prononcé, il s'est trompé ou pas. Donc la démo elle est assez simple, mais en tout cas j'avais réussi à imaginer ce que je voulais faire et après on peut pousser les choses encore plus loin, on verra dans le débrief sur le côté accompagnement interactif et le fait que l'enfant soit vraiment le plus guidé possible. Je vais mettre le son à fond. Donc là, elle avait des... alors pour la démo, j'explique, il y a un moment donné, elle va se tromper, c'est fait exprès pour que vous compreniez un peu le retour un peu visuel, mais là, l'idée, c'est qu'elle avait des syllabes qui étaient affichées, qu'elle avait juste à prononcer derrière. Donc là, on voit que elle arrive, et sur le modèle, là, on lui dit, ça lui a popé en lui disant, bah là, sur la deuxième syllabe, il fallait dire là, tu as dit da, donc là, tu t'es trompé. Après, on peut pousser, on le verra après, on peut pousser le truc un peu plus loin, parce que si on arrive à affiner le modèle et à lui dire, bah non, là, j'ai détecté que tu étais sur la catégorie des là, et alors la variante da, ba, ka, machin, bah t'es dans cette catégorie-là, donc tu t'es pas trompé sur le A, par contre sur l'intro, le B, le machin, c'est pas ça, et il faut que tu t'améliores. Et puis on peut affiner un peu le retour visuel pour que l'enfant se corrige petit à petit. Et du coup, après, une fois qu'on est descendu la syllabe et qu'on a réussi à apprendre le modèle et à lui faire ce qu'il faut derrière, on peut combiner et monter à l'étage au-dessus, qui est le mot, la partie mot syllabe par syllabe. Et là, là c'est la combinaison assez logique de ce qu'on a vu avant. Hein. Là, juste, le mot, il est décomposé visuellement et l'enfant il sait ce qu'il a prononcé. Et puis après, là, il arrive à petit à faire ce qu'il a prononcé, Et du coup, après, la dernière étape, c'est le mot à mot. Jojo. Ouais, bon là, faut améliorer, ce traitement est un peu long, mais bon, bref, en tout cas, ça marche, on arrive à faire ce qu'il faut. Alors du coup, après, en termes de perspective, qu'est-ce qu'il faudrait faire après derrière pour continuer le projet et avancer un peu plus sur des choses un peu plus concrètes et avoir quelque chose qui marche et qui soit disponible pour le grand public. Ce que j'ai dit en intro, là, c'est que le modèle, la partie modèle, faut l'agrandir, donc en gros, faut que la petite interface que j'ai faite là, faut que je la remette en ligne et puis que je la fasse grandir avec vraiment tous les phonèmes et tout ce que j'ai à récupérer en entrée pour à faire après du crowdsourcing, le mettre sur internet, le faire tourner de manière un peu open source en disant le modèle, de toute façon l'objectif après c'est que le modèle éventuellement il soit open source, le dataset aussi pour qu'il y ait des chercheurs ou d'autres personnes qui puissent travailler avec ces données là après derrière.
Donc d'agrandir le modèle pour qu'il ait vraiment tout le spectre de tous les sons, les phonèmes, etc. sur lesquels, et éventuellement après des mots assez génériques, des mots, généralement ils les font travailler beaucoup avec des mots-outils pour la lecture. Donc éventuellement avoir cette partie-là, mots aussi, pour pouvoir éventuellement compléter les use cases de lecture après derrière. Il y a des couches d'adaptation, j'en parlais un peu avant de ce côté applicatif. Dès l'instant on a le modèle et on a le pilotage et on sait ce qu'on demande à lire et on a les retours sur ce qu'on a à lire derrière. On peut faire la correction un peu plus fine et du guidage un peu plus fin pour que l'enfant il soit vraiment guidé de manière assez fine et pas juste binairement t'es bon, t'es pas bon. On peut aller sur des détections de dyslexie phonologique ou des problèmes de prononciation derrière, parce qu'en gros, dès l'instant où comme on sait ce qu'on a en entrée, on sait ce qui est lu derrière, on peut éventuellement essayer de corriger ou de détecter assez rapidement sur je sais pas, 5 ou 10 minutes de prononciation si l'enfant, petit à petit, par rapport à un parcours de lecture, on sait si l'enfant est bien, avance bien ou pas bien, et éventuellement détecter des problèmes de dyslexie. Et puis customiser éventuellement le modèle, ça c'est des idées que j'avais après derrière, je n'ai pas encore creusé, mais éventuellement de faire du réentraînement et de l'amélioration automatique du modèle dans le navigateur ou dans l'appli, parce qu'en gros, ça s'améliore au fur et à mesure avec la voix de l'enfant sur laquelle il est en train de travailler. Mais bon, ça c'est de l'affinage. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Si le DGA il est super bon avec des voix et un dataset qu'il a eu qui est assez grand, ça peut suffire, mais ça peut être un use case qui peut être assez intéressant aussi. Et la dernière étape super importante quand on fait des applis pour les enfants, c'est de gamifier à mort, parce qu'il n'y a que ça qui leur permet d'utiliser l'appli ou d'utiliser le jeu, ou d'utiliser tout ça sans forcément que ça soit rébarbatif et super scolaire avec des états, des machins, des trucs un peu barbants. Alors le bilan que j'en ai de ce projet-là, c'est que, comme toujours, c'est des use cases ou c'est des choses qui sont assez sympas à développer, à coder pour le fun, pour essayer d'arriver à conceptualiser l'idée qu'on a eue de dire on va essayer d'y arriver en mode un peu test and learn. Donc là, il y a plein de trucs des approches que j'ai faites qui n'étaient pas bonnes, que j'ai corrigées. Il y a des personnes, soit chez Orange ou à côté dans la communauté, quand j'ai rencontré des orthophonistes ou d'autres, qui permettent de guider un peu et d'améliorer, d'arriver dans la bonne direction. J'ai découvert un monde du machine learning qui est super passionnant et qui s'enrichit tous les jours. On a des datasets et des modèles qui sortent. Et encore hier, là, il y en a un qui est sorti là, sur le chat AI, là, où il permet de discuter, de renvoyer des trucs, c'est juste impressionnant. Alors là, c'est sur le traitement de la voix, il y en a d'autres sur le traitement d'image et tout, c'est des trucs assez bluffants. Et techniquement, c'est toujours des challenges assez intéressants, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir par rapport à quelques années, des frameworks, des API, des données ou de la connaissance avec des vidéos YouTube, des tutoriaux, etc., qui permettent assez rapidement de bifurquer ou de pouvoir trouver les réponses et puis d'avancer, de conceptualiser des idées qu'on a eues comme ça en discutant qu'on a café, et puis de dire ouais, c'est faisable, on peut y arriver derrière. J'ai un petit pointeur, là je vous parlais un peu avant dans les slides, si en gros vous n'avez pas envie de refaire tout ça, mais que vous avez un autre use case et que vous n'avez pas envie de vous palucher des scripts Python, l'apprentissage, etc., des trucs en locaux, des trucs à installer, il y a une version en ligne de Google là, qui s'appelle Teachable Machine, qui vous permet de faire à peu près les mêmes use cases, soit du traitement de la voix, ça avec des images, des classifieurs en gros. Donc vous envoyez des images, ou là vous lui envoyez des sons. Et en gros, il réutilise les briques dont je vous ai parlé avant, là, le Space Command Dataset, il l'utilise dans le navigateur. Et ce que je vous expliquais, c'est qu'il fait en gros le use case de l'apprentissage en temps réel dans le navigateur, avec les données que vous allez lui fournir, et puis il va vous ressortir le modèle après derrière, que vous pouvez exporter et utiliser. Et avec une interface qui est super adaptée, éventuellement, il y a plein de démos qui sortent après avec des indie hackers ou des artistes qui n'ont pas envie de mettre trop la main dans le cambouis du code, mais qui arrivent petit à petit à faire des modèles ou des use cases un peu sympas derrière. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez regarder derrière. Et j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un petit feedback aussi, là j'ai mis le lien, regardez n'hésitez pas à aller mettre un petit feedback, ça peut être toujours intéressant. Merci. On a le temps pour les questions. Ouais. Il y en a une devant là, je crois. Merci beaucoup, hyper intéressant. Alors c'est une application qui est
pas disponible, je crois, pour les parents, mais est-ce que tu connais l'application Lalilo, Ouais. mais qui est plus disponible à l'école, Ouais. qui bosse vraiment dans ce domaine Ah ouais, j'ai testé parce qu'en même temps Ouais. que elle était en CP l'année dernière, la prof l'avait utilisé aussi derrière. Donc ouais, je sais qu'ils ont une partie. Après, ils sont super ouverts là. Ils ont plein de matières dans le français et ils ont cette partie là aussi qu'ils ont fait Tout à fait, l'apprentissage de la lecture. Ouais. Mais enfin, ça me fait penser à ça. Ouais, non mais bon après. Mais après, tu connais la boîte un peu ou pas? Non. Oui, très bien. Ouais. Ouais. Enfin, je bosse pas pour eux, mais on est dans le domaine. C'est toujours pareil. La trajectoire des boîtes françaises, c'est de se faire acheter par une boîte américaine. C'est ouais. dommage. Mais bon. Non, ils font un très bon boulot parce que c'est. Puis eux, ils ont la chance d'être intégrés dans les écoles, donc ils ont ils récupèrent petit à petit, ils récupèrent eux, données qu'ils arrivent. Voilà, ça, ils récupèrent aussi un gros jeu de data, donc ils peuvent réentraîner leur. Après, ils sont beaucoup plus larges, ils ont tout le spectre d'apprentissage sur les cours. Là, moi, l'idée, éventuellement, à terme, c'est de focaliser que sur la partie lecture et que sur cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il manque un petit truc, une petite app autonome pour les parents. Ils ont une partie à un moment donné, je l'ai testé, une partie un peu où il y a des mots à lire, etc. Je sais pas comment ils ont construit le truc derrière. C'est un petit exercice parmi d'autres qu'ils ont dans tout le process un peu une digitalisation de l'école à domicile là, mais. Ok. Et deuxième question, parce que les brosseurs ont une API native de speech to text, donc elle est vraiment moins performante que le modèle que tu as entraîné. Alors quand tu parles des process, non mais les brosseurs, enfin Chrome, il y a une API, enfin de mémoire, il y a une API de speech to text. Ouais, speech to text. Elle est beaucoup plus, elle a été entraînée comme pareil sur des voix d'adultes et elle est un peu plus lente aussi, j'ai l'impression. Ok. Et je pense qu'elle a été entraînée aussi pour des sons un peu plus longs et des mots, des phrases, etc. Donc je pense que l'approche sur tout le modèle qu'ils ont mis derrière est pas la même. Et du coup, j'ai fait des tests, elle est un petit peu plus lente, mais ça pourrait faire le job aussi. Mais je m'étais dit, on va essayer de. Moi, le use case, c'était la syllabe descendre vraiment sous le mot, et du coup, comme elles sont trop généralistes et c'est trop fin. Des fois, ils se plantaient ou ils n'arrivaient pas sur les mêmes trucs ou ils renvoyaient des résultats qui n'étaient pas bons, quoi, ou quand on a des syllabes qui sont super proches, fallait avoir le feedback derrière qui n'était pas forcément bon, quoi. Voilà, super. Merci. La donnée d'origine Google, là, vous aviez dit, le modèle où vous êtes parti. Les données existantes, c'était des données internationales, donc il y a des syllabes qui n'existent pas en français ou des choses comme ça. Comment vous avez fait pour filtrer Alors je dis des syllabes, c'est les speech communs, c'était des ordres assez simples. Alors je pense que c'était haut, bas, gauche, droite, etc. Donc alors il y a peut-être des similitudes, mais non, il y a forcément des langues sur lesquelles il n'était pas éventuellement entraîné ou pas adapté, mais j'ai pas regardé le dataset en détail sur les données derrière, sur les 16 000, j'ai pas regardé. Et je suis néophyte, donc et vous avez entraîné sur les phonèmes, mais dans votre base d'origine, il y avait des phonèmes sur lesquels vous n'avez pas entraîné. Non. Est-ce que ça entraîne des erreurs par la suite? Non, ça veut dire que sur le graphique qu'on a vu avec les colonnes là, c'est que tout sera au même niveau, tout sera à plat, en gros. Si en gros il n'y en a aucune qui sort du lot, c'est qu'il n'a pas trouvé, il la connaît pas, en gros. Donc c'est juste l'approche de dire je connais pas, donc en gros je te renvoie rien, tout le monde est au même niveau. Et généralement dans les taux d'acceptation, tu vas figer un niveau en disant au-dessus de 70 ou 80%, on va accepter que il ait trouvé ce qu'il fallait trouver. Mais là, s'il y a personne en dessous, si tout le monde est en dessous de 70%, c'est qu'il a rien trouvé et qu'il ne connaît pas le son, quoi. Est-ce que le projet est en ligne, accessible? Pas encore. Pas encore, mais c'est prévu que ça soit tout open source, là, tout ce qui est modèle et puis surtout le dataset aussi derrière, parce que vu que j'ai tellement galéré à le trouver et à le construire, s'il y a des chercheurs ou d'autres derrière qui peuvent l'utiliser, c'est prévu derrière. Bonjour, merci.
C'est plus en termes d'organisation. Déjà, combien de temps ça t'a pris à peu près de faire l'app? Et surtout, j'ai l'impression que tu as bossé entre collègues. Est-ce que vous faites des genres de Slack Day chez Orange Enfin, comment tu t'es organisé pour travailler? Est-ce que tu fais ça avec des collègues en dehors? Non, là c'est un side project, moi c'est à côté, sur mon temps perso, 1 heure ou 2 le soir de temps en temps. Ouais, sur 6 mois en gros, ça a pris sur 6 mois, mais voilà, c'est 1 heure ou 2, 1 ou 2 soirs par semaine. Et puis, mais comme j'ai la chance d'avoir des collègues qui font de machine learning, etc., d'arriver au bout de 2 ou 3 mois, ou quand t'es bloqué, d'arriver, je suis arrivé à là, t'en penses quoi? C'est non négligeable comme aide un peu plus rapide, quoi. Après, il y a sur la communauté ou en ligne, on arrive toujours à trouver des ressources ou des gens qui peuvent répondre aux questions, quoi. On a une autre session à midi, donc petite session d'un quart d'heure. Merci à tous. Merci. Bien.